Bienvenue à la 6e édition des ANED. Donc, je me présente, je m'appelle Clara Lalire. Je serai l'animatrice de cette conférence qui porte du coup sur la place du développement durable dans la finance. Donc, comme vous le savez, TBS est engagé dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED font maintenant partie d'un des rendez-vous incontournables en termes de développement durable. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les intervenants du jour. Donc, Monsieur Callens, directeur régional entreprise territoriale Midi-Atlantique. Donc, Madame Serré, directrice de l'antenne de Toulouse dans le secteur public social. Et enfin, Monsieur Roudil, chargé d'affaires entreprises. Donc, et tous travaillent chez la Banque Postale. Donc, du coup, la conférence va durer 45 minutes. Et après ces 45 minutes, on passera à 15 minutes de questions que vous pourrez poser en direct si vous êtes du coup en présentiel ou alors sur le chat, sur le lien Zoom, si vous êtes en distanciel. Donc, je vais vous laisser la parole. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis désolé, on m'a demandé de garder mon masque, donc je vais le garder. Même si, je vous en remercie, vous respectez strictement les règles de distanciation, parce qu'il n'y a personne qui est à moins de 5 mètres de nous. Donc, merci de ça. Donc, je m'appelle Arnaud Callens, je suis directeur régional à la Banque Postale pour le marché des personnes morales. On entend par personne morale à la Banque Postale les entreprises, mais également les collectivités, marché sur lequel, d'ailleurs, la Banque Postale a une position de leader. Mais on n'est pas là pour faire du prosélytisme aujourd'hui sur la Banque Postale, même si on va s'appuyer sur ce qu'on fait, mais surtout pour vous parler de la finance comme levier de la croissance durable. Donc, comme on vous l'a dit, je suis accompagné de Sylvia Serré, qui est responsable des équipes toulousaines de toute la partie SPL, donc secteur public local, donc collectivité. Sylvia interviendra tout à l'heure. Et de Sylvain Roudil, qui est chargé d'affaires entreprises au sein des équipes du centre d'affaires de Toulouse et qui interviendra également, puisque j'ai fait le choix, 45 minutes, je trouvais que c'était un peu long pour un monologue, donc j'ai fait le choix de partager des cas concrets et on va essayer d'être le plus concret possible. Alors, hop, la zapette. Alors, je vais me lever parce que moi, je ne vois pas les slides. Oui, j'ai voulu d'abord présenter quelques éléments de contexte qui sont issus du rapport du GIEC. Alors, on va pas y passer trop longtemps, vous les connaissez toutes et tous. Mais voilà, concrètement, aujourd'hui, il y a un réchauffement. 100% du réchauffement est dû à l'activité humaine. On sait que ce réchauffement, quoi qu'il fasse aujourd'hui, il sera présent. En revanche, l'enjeu, c'est de le limiter à 2 degrés, voire 1,5 idéalement. Mais on sait que d'ici 2050, de toute façon, ce réchauffement sera bien une réalité. Les conséquences, on les voit d'ores et déjà. Il y a des dérèglements climatiques. Il y a des impacts forts. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment nous, en tant que banquiers, nous pouvons et nous avons un rôle à jouer dans ce contrôle du réchauffement climatique. Rapidement, aujourd'hui, la France, en 2019, c'était quasiment 10 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Alors, c'est une décroissance puisqu'on est monté à 11,6 en 2011, on n'a pas de chiffre avant, mais 10 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. 28% dans les transports, 24% dans le logement, 18% dans l'alimentation. 3 tonnes, donc c'est-à-dire un tiers, un peu moins d'un tiers de ce qu'on consomme par an. 3 tonnes d'équivalent CO2, juste quelques rappels. C'est 12 000 km en voiture, c'est 10 000 km en avion. C'est, en fonction du type de chauffage utilisé, du plus consommateur au plus économique, le fuel, l'électricité, le bois. Voilà, vous avez un certain nombre d'informations. C'est 480 repas avec du bœuf, etc., etc. Donc, une fois qu'on a donné rapidement ces quelques éléments de contexte, le secteur financier, comme vous tous, nous avons tous d'ailleurs, je pense, un rôle à jouer dans le cadre du réchauffement climatique, tous en tant qu'individus,
mais tous également, tous ceux qui travaillent dans leur vie professionnelle, on a tous un rôle à jouer. Et bien évidemment, le secteur financier a un rôle à jouer et un rôle essentiel. Et il est mobilisé. Et je vais essayer de vous montrer comment, à la Banque Postale, on est mobilisé sur ces enjeux de finances, de croissance durable et croissance verte. Accompagner la transition écologique en minimisant les impacts sociaux et en participant à la refonte d'un modèle social plus inclusif. Ça, c'est la stratégie de la Banque Postale qui a été affirmée et réaffirmée ces dernières années par notre président. Alors concrètement, avant de vous montrer des exemples et la manière dont on peut aider à ce financement de la croissance verte, je crois qu'il faut aussi qu'on s'applique à nous, institutions, la Banque Postale, un certain nombre de règles. La Banque Postale a choisi d'être une entreprise à mission. Qu'est-ce que ça veut dire, une entreprise à mission? C'est dans le cadre de la loi Pacte 2019, c'est inscrire dans nos statuts une raison d'être et une raison qui se veut l'accompagnement d'un certain nombre d'éléments dans le cadre d'un développement durable, juste et pérenne. Alors, il y a aujourd'hui assez peu d'entreprises, je crois qu'il y en a moins d'une dizaine. On en a mis quelques-uns, mais c'est quelque chose qui est assez neuf et sur lequel aujourd'hui la Banque Postale, la Banque Postale se donne un objectif au-delà d'aller faire des revenus, au-delà d'aller croître ses parts de marché, ça doit se faire dans le cadre du respect d'un certain nombre de règles. Alors, le positionnement de la Banque Postale, parce que je vous ai dit, avant de regarder comment on aide nos clients à financer leur croissance verte, alors moi, ça fait 3 mois que je suis à la Banque Postale, et quand je suis arrivé, en toute transparence, j'ai été extrêmement surpris de découvrir que la Banque Postale était la première banque en matière de RSE au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis déjà de nombreuses années, alors c'est un classement, c'est pas un classement, on ne s'est pas auto-classé premier, c'est un classement qui a été validé par une agence qui s'appelle Vigeo Eiris. Depuis un certain nombre d'années, la Banque Postale a déjà pris des engagements. C'est ainsi qu'on est une des premières banques à afficher la neutralité carbone sur l'ensemble de notre périmètre opérationnel depuis 2018. Depuis 2020, on a annoncé que nous serions neutres carbone sur l'ensemble de nos activités en 2040. Alors, ça peut vous paraître loin, 2040, mais c'est 10 ans avant l'échéance fixée par les accords de Paris. Donc, c'est un engagement fort d'aller plus vite que ce qui a été convenu dans les accords de Paris. Depuis 2021, donc depuis cette année, la Banque Postale est la première banque au monde à s'engager pour une sortie totale des secteurs du pétrole et du gaz d'ici 2030. Alors ça, en revanche, c'est demain, 2030. Parce que les crédits qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui, en 2030, on les porterait toujours. Donc ça, c'est vraiment demain. Première banque au monde. Beaucoup de banques ont fait des annonces, mais aucune n'est allée aussi loin. On est la première banque européenne, on va le regarder après, à disposer d'une trajectoire de décarbonation validée par le Science Based Targets Initiative. Alors, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de prendre un certain nombre de dispositions, mais surtout de les faire valider par des organismes extérieurs. Et le SBTI, c'est une ONG extérieure et qui nous a aidés d'abord à mettre en place cette stratégie de décarbonation et surtout qui nous l'a validée. Et ça, c'est pour nous essentiel de s'appuyer sur des gens dont c'est le métier et qui sont là pour nous aider et pour nous guider. On en parlera tout à l'heure. Il y a eu l'émission d'un Green Bond. Je vous expliquerai ce qu'est un Green Bond. Mais 750 millions de Green Bond en 2019, je crois qu'il y avait une sursouscription à hauteur de 4 fois. Donc, on avait mis un Green Bond de 750 millions, on aurait pu enlever plus de 2 milliards. Mais vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai comment fonctionne le Green Bond. Et puis, il y a également le Social Bond de 750 millions. 3 millions de projets ENR, énergie renouvelable, c'est multiplié par 2. Multiplié par 2, ce qu'on fait aujourd'hui, d'ici 2023. Milliards, pardon, oui. C'est pas 2023, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alors, rapidement, SBTI, on va passer assez vite. C'est vous dire qu'est-ce que le SBTI? C'est une initiative née à la suite de la COP21 et de l'accord de Paris sur le climat et portée par 4 acteurs internationaux. Vous les connaissez au moins, le WWF. Et la mission du SBTI, c'est d'accompagner, ce que je vous disais,
nous nous sommes fait accompagner les entreprises dans la fixation d'objectifs de réduction de leurs émissions de CO2. Les entreprises fixent des objectifs de réduction qui doivent être alignés sur les recommandations spécifiques et qui doivent répondre à l'objectif de hausse des températures en deçà de 2 degrés. Donc, limiter la hausse à 2 degrés. Avec une trajectoire ambitieuse pour la Banque postale, puisque c'est l'objectif de zéro émission nette à l'horizon 2040, des objectifs concrets et la première validation de la trajectoire pour la SBTI avec trois points essentiels. Mesure des émissions de CO2, réduire nos émissions, parce qu'une fois qu'on les a mesurées, il faut qu'on les réduise, et ensuite neutraliser un certain nombre de ces émissions par des projets de compensation ou par des projets de séquestration. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le concret. Et là, les slides que je vous ai présentés font partie d'un pitch qu'on présente à nos clients. Et donc, c'est vraiment, voilà, on arrive chez nos clients avec un pitch sur la partie financement vert, financement durable et financement de leur croissance, en leur disant, mais voilà, de toute façon, aujourd'hui, vous avez des contraintes réglementaires. Les entreprises doivent, nos clients doivent, nous devons réduire nos émissions de CO2. Donc ça, c'est la première des choses. Après, au-delà des contraintes réglementaires, il y a ce que veut faire la société, ce que veut faire le chef d'entreprise, ce que veut faire la collectivité. Ça peut être réduire son impact, réduire ses nuisances, utiliser les ressources de manière rationnelle, mesurer et limiter la vulnérabilité de notre chaîne, améliorer la performance énergétique de nos bâtiments, etc., etc. Donc, une fois qu'on a présenté ces défis à nos clients, on présente les enjeux et on leur indique comment, notre banque postale, on est susceptible de les accompagner. Alors, je rappelle juste, en termes de macro, l'évolution du marché de la dette durable. 7 milliards en 2013, 574 milliards en 2020, multiplié par 8 en l'espace de 8 ans. Maintenant, je vais vous présenter dans ce système de financement de la croissance verte et de la croissance durable, un certain nombre de produits qui existent chez nous, qui existent ailleurs, mais l'idée, ce n'est pas tellement de vous dire ça existe à la Banque postale, c'est surtout de vous dire, voilà, aujourd'hui, comment on peut financer la croissance verte et faire en sorte qu'elle soit durable. Nos offres, encore une fois, on est dans le pitch client, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, je suis surtout là pour vous présenter ce qu'on fait. Nos offres, des offres de financement, on va les regarder. Des offres, avant de financer, il faut peut-être évaluer. Donc, des offres d'évaluation, le questionnaire RSE, le bilan carbone, et on le verra. Les opportunités que présentent également ces contraintes, entre guillemets, réglementaires, via les certificats d'économie d'énergie, puisque les travaux que vous faites peuvent vous rapporter, au-delà des économies que vous pouvez faire. Vous pouvez, les travaux, et même un particulier, enfin, on le verra tout à l'heure, mais sachez qu'un particulier qui fait des travaux peut avoir un financement partiel et indirect d'une partie de ses travaux. Et puis valoriser vos placements, et on verra ce que propose la Banque postale. Alors, le prêt vert, la première des solutions, le prêt vert. C'est pour les clients qui souhaitent financer de manière extrêmement concrète un projet permettant de réduire leur impact CO2, enfin leur émission de CO2. Donc, c'est contribuer, vous souhaitez, le client, l'entreprise souhaite adopter une démarche cohérente, contribuer au développement de la finance responsable, valoriser son action et son image, parce que ça, c'est aussi extrêmement important. On se rend compte d'ailleurs, au-delà de l'action et de l'image, que les entreprises qui ont adopté une politique RSE ont beaucoup mieux résisté à la crise que celles qui ne l'avaient pas fait. Ça, c'est très factuel. Et bénéficier, parce que c'est bien beau de faire des prêts, etc., et de lever des financements, mais si en plus on peut bénéficier de conditions de refinancement attractives et donc de meilleures conditions, le chef d'entreprise ou le directeur financier voit assez vite l'intérêt qu'ils ont à en tirer. Donc, c'est sous forme de crédit moyen-long terme, dédié au financement de projets favorisant la transition écologique. 5 catégories de projets éligibles. Eau et déchets, c'est-à-dire réduire la consommation d'eau et réduire l'émission de déchets. Réduire la consommation d'énergie. Impact sur les transports. Je rappelle qu'on a vu tout à l'heure, c'est 28% des émissions de CO2, les transports.
impact sur les bâtiments et informatique et télécom. Ce sont des crédits qui sont fléchés, c'est-à-dire que là, on dit, moi, vous avez un projet de pose de panneaux photovoltaïques sur votre bâtiment, je le flèche et je finance ce projet-là et pas les autres avec un prêt vert. Comment ça se passe concrètement? Et on va venir à ce que je vous disais tout à l'heure sur les émissions green. L'emprunteur, l'entreprise, la collectivité vient voir son chargé d'affaires ou son chargé d'affaires la démarche et lui dit, tiens, moi j'ai un projet de financement, je veux mettre des panneaux photovoltaïques sur mon toit. Le chargé d'affaires dit, bah, écoutez, très bien, on va regarder ce qu'on peut faire, comment on peut le financer. On va faire notre analyse financière qui est quand même au départ la base de notre job, c'est-à-dire mesurer le risque. Et puis, si on est à l'aise, on va financer cet investissement sous forme de prêt moyen terme, libellé vert, avec des conditions qui sont attractives. Et pourquoi ces conditions sont attractives? Parce que derrière, on va regrouper sur plusieurs années l'ensemble des prêts verts qu'on a émis et on va aller lever des fonds sur le marché auprès d'investisseurs sous forme de green bonds qui correspondent à la taxonomie verte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toute entreprise a l'obligation de répondre à cette taxonomie. Ça va aller, les obligations et les contraintes vont aller croissantes. Donc, elles sont, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, 750 milliards d'émissions sur souscription à hauteur de 4 fois quasiment. Donc, il y a un vrai appétit sur le marché. Et les fonds levés sont affectés au refinancement des prêts verts émis au cours des 2 dernières années. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion de faire une petite parenthèse sur la manière dont fonctionne rapidement, parce que d'abord, j'en suis bien incapable, et puis surtout, ça serait un peu long. Mais comment une banque a la capacité aujourd'hui, qu'est-ce qui permet à une banque de prêter de l'argent à ses clients? C'est d'abord vous, ici, qui permettez à votre banque de prêter de l'argent. Vous le permettez comment? Parce que vous allez travailler avec la banque, donc vous allez lui permettre de créer des revenus qui viendront en surplus de son capital social. Et puis 2, vous allez déposer de l'argent, ce qu'on appelle des dépôts, qui peuvent être des dépôts à vue, c'est votre compte courant, qui peut être des dépôts placés sur des produits spécifiques. Et le job de la banque, c'est de recycler ces dépôts, de recycler cet argent et de la prêter, c'est-à-dire que sans le savoir, vous prêtez de l'argent à d'autres. Alors, avec respect d'un certain nombre de contraintes et de ratios, mais sans le savoir, vous prêtez de l'argent à d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, à votre niveau, vous avez le pouvoir, indirectement, de choisir quel projet vous allez financer, ou en tout cas, de s'assurer que la banque avec laquelle vous allez travailler, elle correspond à l'éthique que vous souhaitez avoir dans votre quotidien et votre appétit pour la croissance verte et la croissance et le financement de la croissance durable. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais c'est comme ça que ça fonctionne très, très, très schématiquement. Donc voilà pour les prêts verts. Ensuite, vous avez des prêts à impact. Alors là, contrairement aux prêts verts, le prêt à impact n'est pas fléché. En revanche, une entreprise peut dire, voilà, moi j'ai besoin de 10 millions. Je vais lever 10 millions sur le marché. Par contre, je vais inscrire dans le crédit en tant que tel des critères ESG. Et si je les atteins, ces critères me permettent, enfin, l'atteinte de ces critères me permettra de bénéficier de conditions préférentielles. Et je vais vous montrer un exemple concret derrière. Les critères qu'on peut mettre, alors c'est pas forcément il faut qu'il y ait je crois, un des 3 indicateurs ESG spécifiques. Il faut qu'il y ait un des 3 indicateurs qui soit un critère ESG spécifique. Mais ça peut être l'index d'égalité homme-femme, ça peut être le taux d'accidentologie, ça peut être maintenir ou augmenter le nombre de CDI en France. Et puis, dans les critères ESG, c'est le taux de recyclage des déchets, par exemple, les achats responsables, etc., etc. Et la mécanique de prime, je vais vous la montrer sur le slide suivant, c'est vous atteignez vos objectifs. La marge que vous allez payer va être diminuée. Vous n'atteignez pas vos objectifs, mais ces indicateurs sont en croissance. La marge est flat, elle ne bougera pas. Les objectifs ne sont pas atteints, vous payez un malus. Alors là, c'est un exemple, et ne retenez pas les chiffres en tant que tels. On a pris l'exemple d'une entreprise qui avait choisi 3 critères. On n'est pas rentré dans le détail des critères. Dans le premier des cas, elle atteint l'indicateur 1, l'indicateur 2, l'indicateur 3. Elle a un bonus de 10 bips.
C'est-à-dire que son crédit va lui coûter 10 centimes moins cher. Donc, il y a non seulement on aide au financement de la croissance durable, mais en plus, on incite, et le gain, il est au bénéfice du client. Libre à lui, d'ailleurs. Et moi, j'ai vu un client qui avait intégré ces critères dans un gros financement qu'il avait mis. Il avait fait le choix, en cas de bonus, c'est-à-dire d'objectif atteint, de reverser son gain sur sa marge à différentes ONG. Il avait dit, OK, moi, si j'atteins, si j'économise mes 10 bips, je les reverse à des ONG. Pour moi, ça ne change rien, mais je motive mes équipes en interne et je partage ça avec des ONG, bien sûr liées à l'environnement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'offre de crédit à impact. Ce sont pour les sociétés cotées aux plus de 500 salariés et qui ont un chiffre d'affaires ou un total bilan de plus de 100 millions. Donc c'est déjà les gros groupes, mais voilà ce qui est faisable. Et encore une fois, c'est bonifier et reconnaître l'effort qui est fait par les uns et les autres dans le cadre du financement de la croissance verte. Bilan carbone, je vous avais dit tout à l'heure, avant peut-être de financer, il faut évaluer. Donc aujourd'hui, la Banque Postale permet à ses clients de calculer leur bilan carbone. Donc ils peuvent se connecter sur le site d'un de nos partenaires, rentrer un certain nombre d'informations et ils auront l'information sur leurs émissions de CO2 et on leur donnera en plus un certain nombre d'indicateurs permettant de piloter la trajectoire bas carbone. Donc, au-delà du financement, on essaie d'intervenir en amont en disant, voilà, aujourd'hui, vos émissions de CO2, parce que beaucoup ne les connaissent pas, sont de tel ordre, voilà ce que vous pourriez faire pour les réduire, et après, comment on peut vous aider et comment on peut financer vos investissements qui iront dans le sens de cette réduction. Il y a le questionnaire RSE, c'est, je crois, une vingtaine de questions qu'on va poser à nos clients et on va leur aider à établir, là aussi on est dans le diagnostic, les aider à établir et à structurer leurs réflexions sur leurs enjeux RSE. L'idée, c'est de les accompagner et c'est de les aider à évaluer leur rapport à leur pair. Le certificat d'économie d'énergie. Qu'est-ce que c'est que le certificat d'économie d'énergie? Les entreprises, les particuliers qui font des travaux qui ont pour but de réduire la consommation énergétique sont éligibles à capter des C2E. Un C2E, c'est un certificat d'économie d'énergie que va racheter une entreprise qui, elle, à contrario, pollue beaucoup plus qu'elle ne le devrait, donc elle va compenser. Elle va racheter ces C2E à ceux qui ont fait les travaux nécessaires et qui donc bénéficieront de subventions ou d'avantages. Sachez par exemple un particulier qui, chez lui, fait des travaux d'isolation, des travaux change ses huisseries. C'est éligible de manière assez factuelle à ces 2E et le particulier peut avoir en contrepartie des travaux qu'il fait et qu'il va payer, qu'il pourra financer d'ailleurs de manière préférentielle, il va, outre ça, bénéficier de ces 2E, c'est-à-dire que ça peut être de manière extrêmement concrète une somme d'argent à aller dépenser chez une société qui émet plus qu'elle ne devrait. C'est le cas, par exemple, dans les GSB. On n'imagine pas, mais vous pourriez avoir un bon d'achat chez Leroy Merlin, chez Castor, je ne sais rien. Vous pouvez avoir des bons d'achat dans pas mal de choses. Et c'est ça le principe du CDE. C'est faire en sorte que ce soit un cercle vertueux, que ceux qui font des travaux, qui engagent des dépenses nécessaires aux économies d'énergie, puissent récupérer indirectement toute partie, enfin non, partie, pardon, pas tout, certainement pas, mais une partie de ce qui est des frais engagés par l'intermédiaire de sociétés qui, elles, ne sont pas allées suffisamment loin dans les économies d'énergie. Voilà pour le C2E. Les OMT, green et social et plus globalement les placements. Aujourd'hui, 100% des produits de placement de la Banque Postale sont ISR. 100%. Aujourd'hui, et ça vous pouvez vous le choisir,
quand vous êtes dans une banque et que vous souhaitez investir dans des fonds communs de placement, on vous dit, vous voulez faire quoi? Des actions France, des actions Europe, des actions Monde et du produit socialement responsable. Vous avez, vous, cette latitude et ce choix, et vous pouvez déjà, par vos choix, influer sur la politique de votre banque. Et donc, 100% de nos produits sont certifiés ISR, et avec une gamme large, et tout ceci, c'est toujours dans le cadre de la certification Vigeo Eiris. Ou alors ça, c'est un slide un peu de synthèse sur les thématiques qui contribuent au développement durable, mais c'est un peu ce que je disais sur les fonds, la Banque Postale Asset Management, qui sont 100% labellisés ISR, et on est le premier acteur à ce titre en nombre de fonds labellisés ISR. Ça, j'aime bien cette phrase, elle n'est pas de moi. C'est à l'économie et à la finance de s'aligner sur le climat et non l'inverse. Je pense que pendant très très longtemps, on ne tenait pas compte du climat, c'est même pas le climat qui s'alignait sur l'économie et la finance. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience grâce à vous sur le fait qu'il est nécessaire que ce soit l'économie et la finance qui s'alignent, qui s'adaptent à cette trajectoire, parce que sinon on va probablement vers des années un peu difficiles. Alors voilà, maintenant moi j'ai assez parlé, on va faire des exemples concrets, puisque je vous ai donné un pitch client. Je vous ai présenté ce qu'on présentait à nos clients quand nous allions les voir. Maintenant, on va vous donner 2 exemples de financement entreprise, et c'est Sylvain qui va le faire. 2 exemples de financement entreprise, de financement d'une croissance verte et durable. Et ensuite, Sylvia partagera un exemple de financement de collectivité. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Sylvain Roudil. Je travaille au centre d'affaires de Toulouse en tant que chargé d'affaires entreprises. Concrètement, mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner les PME et les ETI dans leurs projets de financement. Donc au centre d'affaires, on a un périmètre assez vaste qui va de PME qui atteignent un chiffre d'affaires de 3 millions jusqu'à des ETI qui peuvent avoisiner 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en termes de produits et services, on va proposer une large palette de produits bancaires, financement, crédit court terme, moyen terme, et tout ce qui va être flux et services. Donc, comme Arnaud Callens l'a dit, aujourd'hui, la Banque Postale et le groupe La Poste au sens large ont une politique RSE en interne, mais aussi une démarche vis-à-vis des clients. C'est-à-dire qu'il faut être assez incitatif vis-à-vis de nos clients pour leur permettre à eux de faciliter cette transition. Donc, l'idée, c'était d'aller sur le côté terrain, vraiment vous expliquer sur 1 ou 2 cas concrets comment, sur l'année 2021 et comment sur mon périmètre qui est la PME et la PME plutôt toulousaine, on avait pu intervenir et accompagner justement des entreprises qui allaient vers ce changement. Donc, Arnaud Callens a fait un petit laïus sur le produit que la Banque Postale a mis à disposition des clients qui me concerne au premier plan, c'est le prêt vert. Ce prêt vert, comme on l'a expliqué, il a des conditions de taux qui sont plutôt agressives. L'idée de ce produit, c'est de lever les freins des clients quant au financement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rencontre sur le terrain des clients, même si ils ont une philosophie RSE ou une envie d'aller vers ces produits-là, pour eux, la priorité, c'est souvent quand même de mener leur entreprise, de la développer, et ce besoin ou cette envie, cette philosophie peut être souvent accessoire. Donc pour nous, l'idée, c'est de recentrer vraiment, cette démarche au cœur de leur priorité et de lever les freins quant au financement. Donc, avec des conditions tarifaires plutôt attractives, que ce soit sur le taux, comme on l'a vu, ou sur les frais inhérents, de proposer un produit qui soit adaptable vraiment à leur projet. Aujourd'hui, sur des investissements, on va parfois être contraint en termes de durée à des durées d'amortissement qui sont un peu faibles. Là, c'est des produits qui nous permettent d'aller, par exemple, sur du photovoltaïque ou sur des systèmes de chauffage sur des durées plus longues, qui permettent au client d'amortir finalement son projet sur une plus longue durée.
Et enfin, on va être un peu plus souple dans l'octroi, c'est-à-dire qu'on a des garanties qui vont être adaptées à l'investissement. On va essayer de faciliter la mise en place justement pour lever tous ces freins au financement que le client peut avoir. Donc, sur les 2 exemples qu'on peut citer sur le centre d'affaires de Toulouse, on a notamment accompagné une PME qui fait à peu près 35 millions de chiffre d'affaires annuel et qui compte une centaine de salariés, qui a pour activité le génie climatique. Cette PME, voilà, dans son activité, elle a appelé à implanter des outils de production d'énergie verte dans des collectivités locales ou des EHPAD. Alors, ça peut être par exemple des systèmes de chauffage biomasse, qui sont des systèmes de chauffage qui consomment un combustible qui est écologique, comme du bois recyclé qui vient des scieries ou autres matières, on va dire, plutôt écologiques. Ou par exemple, qui va installer des panneaux photovoltaïques sur une collectivité locale. Et en fait, elle va tirer les fruits de cet investissement, c'est-à-dire qu'elle va mettre un contrat quelque part de vente de l'énergie produite. Elle va vendre son énergie donc à la collectivité où elle l'implante. Donc la contrainte pour cette entreprise, c'est que ça mobilise des capitaux puisqu'elle autofinance l'objet producteur et elle tire les fruits sur une durée longue, c'est-à-dire 10 ans, 12 ans. Sans intervention de la Banque Postale, en fait, l'entreprise doit supporter l'investissement, c'est-à-dire qu'elle est plafonnée à sa capacité à autofinancer et elle va tirer les fruits sur le long terme, c'est-à-dire des revenus réguliers, mais plutôt faibles. Grâce à l'intervention de la Banque Postale, donc en tant que financeur, c'est la banque qui supporte l'investissement grâce au prêt vert dont on a parlé. Du coup, l'entreprise, elle n'est pas en situation d'autofinancement et ça lui permet déjà, cette PME, donc, de poursuivre son développement. Pourquoi ? Parce que si elle n'alloue pas ses capitaux à cet outil, elle va pouvoir multiplier le nombre de marchés pris, c'est-à-dire que si elle devait autofinancer un outil qui coûte 100, grâce à la Banque Postale, avec un petit peu d'apport, elle va pouvoir renouveler cette opération 8 ou 9 fois et donc mécaniquement augmenter sa rentabilité puisqu'elle va tirer profit de 9 installations au lieu d'une. Par la même occasion, ça va lui permettre d'augmenter son impact écologique puisque l'idée, c'est d'augmenter la capacité de production. Donc la Banque Postale, par l'octroi de ce prêt, permet à l'entreprise d'avoir une démarche encore plus écologique et au sens large, de générer une économie décarbonée. Voilà pour le premier exemple. Sur le second, donc c'est une autre PME toulousaine qui fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a une quarantaine de salariés, qui est spécialisée donc, dans la création et la fabrication de matériel spécifique, sans rentrer dans le détail. Donc cette entreprise, elle avait un projet immobilier de création d'une usine. Donc la Banque Postale l'a accompagné dans son projet de création d'une usine. C'était un budget global d'environ 1 million d'euros qui comprenait le bâtiment et des machines de production. On va dire que si on n'adopte pas une démarche spécifique, le sujet reste là, c'est-à-dire que la PME a son outil de production, on a fait notre travail de banquier, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller plus loin dans ces démarches, c'est d'être aussi force de proposition vis-à-vis du client. Donc, on lui a proposé de faire une étude sur l'impact de la pose de panneaux photovoltaïques. Pourquoi ? Parce que une usine, c'est une surface importante, une surface de toiture importante. Ça consomme déjà pour l'activité beaucoup d'électricité. Donc, le fait finalement pour ce client de mettre du panneau photovoltaïque sur son toit, ça lui permet d'autoconsommer une partie de sa production, donc de réduire finalement sa charge électrique, et également de revendre le surplus, puisqu'on ne peut pas consommer toute son énergie de manière autonome. Donc, concrètement, sur ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que le client, on avait répondu à sa demande, on avait financé son usine, il était plutôt satisfait de la Banque Postale. Par contre, aujourd'hui, le fait de le mettre en force, c'est-à-dire de lui permettre d'être force de décision et d'être acteur aussi de ce changement en matière énergétique, c'est pour la Banque Postale effectivement un avantage concurrentiel, mais c'est surtout, ça permet au client d'être en capacité de faire et aussi de participer à cette démarche, parce que sur les 2 entreprises que j'ai pris pour exemple, on a une vraie volonté quand on voit nos clients
finalement d'aller vers ces démarches-là. Par contre, ils sont souvent quand même contraints en se disant que ces financements, ça pèse dans leur activité, ça va être un frein pour eux sur le développement. Et nous, on est là pour lever ces barrières en leur expliquant que ces financements-là, ils ne sont pas incompatibles avec le développement de leurs entreprises et avec, avec une démarche écologique que nous, on met en avant. Voilà pour moi. Merci. Merci Sylvain. Sylvia, sur la partie collectivité. Vous m'entendez? Bonjour. Donc, je suis Sylvia Serré, je suis responsable de l'antenne de Toulouse sur le secteur public local. Alors, juste en amont de cette petite présentation, qu'est-ce qu'on appelle secteur public local? Donc, effectivement, c'est les collectivités locales, donc les communes, les intercos, des syndicats, les départements, les régions, mais on a aussi tout un volet sur les bailleurs sociaux, donc tout ce qui est ce qu'on appelle HLM en fait. On a également les entreprises publiques locales, donc on peut avoir ici, pas très loin, on a Opidea. Opidea, excusez-moi, qui est une scène d'aménagement ou des scènes de service. On peut avoir, par exemple, Balnéa, à Doul-d'Anviel. Donc, ça peut être dans le tourisme, dans l'énergie, dans tout type, dans l'aménagement, dans tout type de secteur économique. Et enfin, on a tout un volet qui est sur la santé, donc les hôpitaux publics. Donc, on a, par exemple, le CHU de Toulouse, mais également tout ce qui est médico-social sur des associations qui peuvent porter des EHPAD ou autres. Donc là, l'exemple qu'on a retenu, c'est Trifil. Trifil, c'est un syndicat de déchets, de valorisation des déchets qui est sur le Tarn. Donc, il va gérer et valoriser tous les déchets du Tarn. Donc, juste sur Toulouse, on va gérer le périmètre de l'ex-Midi-Pyrénées, donc les 8 départements qui étaient avant sur ce qu'on appelait Midi-Pyrénées. Donc, les prêts verts, la Banque Postale finance les collectivités locales maintenant depuis une dizaine d'années et ça fait 3 ans qu'on va sur des prêts verts pour les collectivités locales. Donc, on continue à faire ce qu'on appelle des prêts classiques qui vont permettre d'équilibrer sur les collectivités leur budget d'investissement chaque année. Mais on essaye de flécher le plus possible sur tout ce qui peut être vert. Du coup, nous, on lève des emprunts obligataires sur les marchés et on le redistribue. Donc, soit sur de l'énergie renouvelable. Donc, cette année, on a par exemple fait des exemples chez nous en microcentrale hydraulique. Ça peut être de l'eau et de l'assainissement, donc des développements de réseaux d'eau, de réseaux d'assainissement. On fait également tout ce qui est gestion de valorisation des déchets, qui est l'exemple dont je vais vous parler. Tout ce qui est mobilité territoriale, donc on finance par exemple le SMTC, donc Tisséo ici sur Toulouse, et on se met bien sûr en rang de bataille pour financer la 3e ligne de métro qui va être un projet sur les 5 à 6 années à venir, mais pas que, ça peut être aussi des voies vertes dans les communes, des intercos, et également tout ce qui est efficacité énergétique des bâtiments. Donc, notamment là, par exemple, ça peut être sur des bailleurs sociaux aussi ou des collectivités locales qui font un immeuble et du coup, quand elles sont à énergie positive, on va les financer et rentrer sur ce type de prêt. Quel est l'avantage pour le client? Pour le client, c'est d'abord et avant tout d'avoir une démarche cohérente, puisque lui s'inscrit dans une transition écologique et donc il veut à la fois s'inscrire sur sa partie investissement, mais également sur la partie emprunt. Donc, il préfère également avoir un emprunt qui va être fléché vert, de manière à avoir l'investisseur en amont qui sera lui aussi responsable socialement, économiquement. Donc, c'est à la fois adopter donc, une démarche cohérente, c'est également... Une collectivité locale, c'est des élus. Les élus, c'est vous, puisque vous allez bien sûr voter au conseil municipal pour le prochain maire ou pour le prochain président d'Interco. Et donc là aussi, ça participe de leur plan et d'aller également vers la transition écologique. Trifil, donc l'exemple que j'ai pris en quelques mots. Donc Trifil, c'est un syndicat qui a été créé en 1999. Et c'est 275 agents aujourd'hui. Donc, avec une quarantaine d'équipements, donc on a ce qu'on appelle des équipements structurants. Ils ont 2 usines de tri, une qui est au nord du département et une autre au sud, donc à Blaye-les-Mines et à La Bruyère. Il y en avait une qui faisait que le carton, l'autre qui faisait que les plastiques, et une usine qui est un bioréacteur aujourd'hui qui permet justement d'incinérer les déchets.
Ça, c'est la situation actuelle. Ils ont également plusieurs plateformes de compostage. Ils ont des plateformes de bois et énergie, donc ils valorisent déjà un certain nombre de déchets. Et enfin, le bioréacteur dont je vous disais, qui est au niveau de leur siège social, qui est à la Bessières-Candel. Ils ont également tout un réseau de proximité. Alors, je prends cet exemple, mais on a le même exemple ici sur Toulouse avec des Cossettes. Hein. C'est exactement la même structure. Donc, ils ont un certain nombre de déchetteries et également ce qu'on appelle des traits de transfert qui permettent de regrouper les déchets, les ordures ménagères et qui vont ensuite être traités dans leur usine. Ils traitent aujourd'hui 190 000 tonnes, donc à la fois la moitié à peu près sur leur propre territoire qui est le Tarn et l'autre moitié, une partie pour le 31, donc pour l'Avor, une partie pour l'Aveyron et également une partie pour la com d'agglo de l'Albigeois qui ne fait pas partie de Trifil, mais qui est un client de Trifil. Donc, en tout, c'est le traitement des ordures ménagères de 700 000 habitants et 700 communes. Alors, ils ont un projet de restructuration. C'est un projet qui a été mûri depuis presque 7 ou 8 ans. Donc avec les différents élus du Tarn. Et la genèse de ce projet vient de la loi de transition énergétique qui date du 17 août 2015. Cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle dit dans un premier temps qu'on va réduire, d'ici 2020, c'est ce qu'on a fait, toute la production de notre déchet ménager. Qu'on va générer le tri, donc on a, vous savez ici, on le fait, mais ça n'était pas valable sur toute la France. Donc de plus en plus, on a nos poubelles bleues, nos poubelles noires, enfin donc des possibilités aussi de déposer des verres ou de déposer du compost, enfin des déchets ménagers pour le compost. C'est également développer toute une valorisation. Donc la valorisation, elle peut être en méthane, elle peut être en énergie, en électricité, recyclage du verre, recyclage des plastiques, et enfin la partie que je considère la plus importante, qui est celle d'en haut, qui est de réduire d'ici 2025 la quantité de déchets stockés. Ce qu'on appelle des déchets stockés, c'est soit des déchets incinérés, soit des déchets enfouis. Ce qu'il faut savoir, c'est que les syndicats, et donc par la même occasion, bien entendu, nous, on est assujettis à ce qu'on appelle la taxe générale sur les activités polluantes. Cette taxe, elle va passer donc de 17 € à 25 € d'ici 2025 sur tout ce qui est incinération des déchets et elle va passer de 37 € à 65 € sur tout ce qui est enfouissement des déchets. Donc, il faut trouver une solution pour diminuer ces enfouissements de déchets et ces incinérations. Du coup, Trifil, le projet qu'elle a mis en place, c'est donc ils ont appelé ça Trifil Horizon 2030. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube, ils ont fait alors on l'a pas passé parce que ça prenait 5 ou 10 minutes, et vous pouvez aller voir une présentation par les élus du Tarn qui vous présentent ce projet, et c'est donc un projet d'ici 2030. Donc, ce projet consiste en 2 grands volets. Le premier volet, c'est de créer une usine sur la Bessières-Candel, une usine de méthanisation, entre autres, mais pas que, puisqu'il y a le traitement du tout venant, le traitement des ordures ménagères et le traitement des biodéchets. C'est une usine qui va être mise en place d'ici 2024 et qui va coûter quand même plus de 103 millions d'euros. Et en parallèle, ils veulent moderniser leurs 2 centres de tri, l'un qui est à la Bruyère et l'autre reconvertir celui de Blaye-les-Mines en préparation des ordures qui vont être ensuite traitées par l'usine de méthanisation. Donc, en tout, on est sur un budget global de 133 millions. Donc, quand on a vu ce syndicat, ils nous ont donc lancé un appel d'offres, puisqu'on les voit régulièrement, en mai de cette année, et ils avaient un premier besoin sur l'année 2021 de 25 millions d'euros. Du coup, ça a été tout naturel pour nous et pour eux aussi, en tant qu'élus, de choisir une banque qui est socialement responsable et choisir une banque qui a déjà des prêts dont nos propres investisseurs, finalement, sont également dans le cadre de la transition énergétique. Et du coup, on leur a fait une proposition. Alors, les banques, en général, aiment bien partager les risques, c'est-à-dire que on finance rarement la globalité des projets. En général, on finance une partie. Et donc, en l'occurrence, ici, il y a eu plusieurs banques qui ont répondu. Donc, sur le secteur public local, les banques principales sont la Caisse d'épargne, Crédit Agricole, Arkea et la Banque Postale. Ce sont les 4 grands, sachant que nous,
on est le leader sur les collectivités locales depuis 4-5 ans maintenant, alors qu'on a à peine commencé il y a une dizaine d'années. Et donc, on a fait une partie de ces 25 millions qu'on a versé aux clients au mois d'octobre. Dans le cadre d'un cofinancement, chacun fait ses propositions au taux qui, bien entendu, correspond à nos barèmes. Chacun est libre de financer au taux qu'il le souhaite en fonction de ses barèmes. Et on a pu participer du coup à l'inauguration de la première pierre, puisqu'on est démarrage de cette usine et de ces usines de tri qui vont être transformées. Au mois d'octobre, on a été invité à la première inauguration. Ok, super. Merci Sylvia. Voilà, à on vous. a essayé, vous l'avez bien compris, d'être concret, même s'il y a quand même eu beaucoup de chiffres, beaucoup de généralités, mais on a essayé d'être concret. Et ça nous semblait important que vous puissiez avoir trois exemples, même deux sur l'entreprise, un sur les collectivités, de financement fléché vert et de financement de la croissance durable. Juste peut-être pour conclure et avant d'éventuellement passer à une session de questions-réponses, si vous en avez. L'intitulé de cette conférence, c'était « La finance, levier de la croissance durable ». En fait, je me posais la question si c'était vraiment un levier ou une condition obligatoire. Et enfin voilà, je vais conclure là-dessus. Oui, c'est un levier certainement, mais c'est en train, et heureusement, de devenir de plus en plus une condition indispensable. Voilà, on s'arrête là-dessus. Si vous avez des questions, on les prend. Il nous reste quoi, une dizaine de minutes, 5-10 minutes. Donc voilà, à votre disposition, n'hésitez pas sur ce qu'on a dit, sur d'autres choses, sur le métier, sur... Nous sommes à votre disposition. Voilà. Du coup, est-ce que quelqu'un a une question dans la salle? Ok, bah moi, en tout cas, j'en ai une. Et en fait, je voulais savoir, donc je sais que du coup, ça fait 3 mois que vous travaillez à la Banque Postale. Bon, cette question sera valable pour vous trois. Mais du coup, c'était pour savoir si c'était cette performance pour la RSE qui vous avait attiré à aller du coup travailler chez la Banque Postale. Alors, je vais être honnête, oui et non. C'est-à-dire que je ne suis pas venu à la Banque Postale parce que c'était la première banque. Honnêtement, je ne le savais pas, de manière extrêmement honnête. En revanche, je suis venu à la Banque Postale parce que c'est une banque qui a des ambitions fortes, et il y en a assez peu sur le marché. En tout cas, il y a pas mal de banques qui ont des ambitions, mais certainement pas aussi fortes que la Banque Postale. Juste, alors ça peut faire un peu peur, mais la Banque Postale a pour ambition de doubler ses revenus sur la partie entreprise horizon 2025 et de doubler sa part de marché. Alors on part d'assez bas, mais enfin voilà, il y a des ambitions fortes. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est parce que c'est bien beau d'avoir des ambitions, mais s'il n'y a pas de moyens, on n'y arrive pas. Et cette politique RSE est un des moyens d'arriver à nos ambitions. C'est-à-dire que les moyens, c'est effectivement des moyens humains, sont des moyens financiers, on recrute, on se renforce, on se développe, on finance les entreprises, mais on le fait aussi via notre politique RSE, via nos financements fléchés, nos financements verts, et ça nous aide beaucoup. Donc voilà, moi personnellement, ce qui m'a attiré vers la Banque Postale. Si vous voulez compléter éventuellement. Alors moi, ça fait un peu plus longtemps, puisque ça fait 10 ans que je suis à la Banque Postale, puisque je suis rentrée lors du lancement du lancement pour la Banque Postale du financement du secteur public local. Alors, ce que j'aime moi dans mon métier, c'est que c'est une banque citoyenne et à la fois qui est au service de la population, au service des collectivités locales, mais bien entendu, il y a toujours de la rentabilité et on ne peut pas vivre et on ne peut pas payer nos salariés si on n'a pas une certaine rentabilité. Mais il y a chez la Banque Postale une vraie volonté d'accompagner nos élus, d'accompagner donc nos clients au-delà de l'intérêt économique. Après, moi, j'avais une deuxième question. C'était de savoir depuis quand la Banque Postale elle a entrepris ses démarches RSE. Alors, il y avait un slide au début qui indiquait que dès 2018, la Banque Postale avait atteint la neutralité carbone sur l'ensemble de ses activités opérationnelles. Ce n'est pas quelque chose qui s'est décidé du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, on a une direction du développement durable qui est rattachée directement à notre direction générale. Et ça, c'est un signe fort
pour montrer l'importance qu'on attache à ce développement durable. Donc, encore une fois, c'est depuis longtemps. Sylvia a évoqué RSE, responsabilité sociale et environnementale. Environnementale, on en a beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup parlé du social. Juste une petite parenthèse, la Banque Postale, on a parlé de l'entreprise et des personnes morales, parce que c'est notre job à tous les trois, mais la Banque Postale permet ou donne accès à 1,5 million de personnes qui sont privées d'accès bancaire pour différentes raisons. Et ben, grâce à la Banque Postale, ces personnes-là ont accès à des services bancaires de base. Donc voilà, c'est le sociétal, et ça, c'est historique. Ce n'est pas ces dernières années, ce n'est pas depuis que nous nous sommes engagés en tant qu'entreprise à mission, etc., etc. Voilà, c'est historique, c'est une évolution historique et qui s'est accélérée ces derniers temps avec le choix d'entreprise à mission. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la Banque Postale, c'est une filiale à 100% du groupe La Poste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la flotte automobile du groupe La Poste, c'est la première flotte électrique de France. Alors, je ne sais pas si ça date de 2018 ou d'avant, mais par contre, on a une flotte électrique très, très importante au sein du groupe La Poste. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ok. Bon. Du coup, je vais clôturer cette conférence. Du coup, déjà en vous remerciant pour votre intervention. Du coup, la conférence, on pourra la retrouver en replay sur la chaîne YouTube de TBS. Et du coup, je vais vous inviter à aller aux conférences ou aux ateliers que vous avez par la suite. Merci.